Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de la douleur. C'est un sujet très complexe, très vaste, donc nous allons essayer de le simplifier au mieux pour cette vidéo. Le tout n'est pas de se dire qu'il n'y aura que un ou deux facteurs qui vont poser de la douleur. Ça va être un ensemble plurifactoriel pour la douleur, le but étant plutôt de préciser les facteurs qui peuvent favoriser ces douleurs et de les repérer au mieux. Donc avant toute chose, il est nécessaire de le préciser, les voies de la douleur sont exactement les mêmes pour les personnes autistes que pour les personnes neurotypiques. Les voies neurologiques qui remontent au niveau du cerveau sont exactement les mêmes. Ce qui va être différent chez la personne autiste, ça va être d'une part le manque parfois de communication et d'interaction pour pouvoir l'exprimer, et d'autre part, ça va être la perception qui peut en être différenciée au niveau cérébral. Donc dans un premier lieu, vous allez avoir le perceptif sensoriel qui peut poser problématique pour la douleur. Pourquoi ? Chez les personnes autistes, on va avoir un seuil perceptif qui va être beaucoup plus large que nous, personnes neurotypiques. Ça peut créer de l'hypersensibilité, de l'hyposensibilité, de la fluctuation, de la fascination ou parfois de la douleur. Quand vous allez avoir un profil perceptif, il est nécessaire de pouvoir le lire sur le pan de la douleur. Des enfants vont ressentir parfois de la douleur avec un son, avec un toucher, avec une lumière, avec un goût, avec plein de sens. Donc pour essayer de comprendre la douleur, il est nécessaire d'avoir au moins le profil perceptif de l'enfant ou de l'adulte avec lequel on est pour essayer de comprendre au mieux ce qui pourrait lui faire mal. Dans un second lieu, nous allons avoir les comorbidités. Donc les comorbidités, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les pathologies somatiques et organiques associées dans les cadres du TSA. Donc dans les cadres du spectre autistique, nous allons avoir en premier lieu l'épilepsie. C'est un trouble neurologique qui est très fréquent chez les personnes autistes et qui peut occasionner plein de conséquences, que ce soit des crises spastiques, mais également des crises atoniques, des personnes qui vont juste perdre connaissance, avoir des nausées, des pertes de mémoire ou autres. Chez les personnes épileptiques, on le sait, il y a souvent un fond qui est plus douloureux que chez les personnes non épileptiques. Il y a également toutes les conséquences des crises d'épilepsie. Quand vous faites une crise d'épilepsie, vous pouvez vous faire des entorses, des fractures, vous pouvez vous mordre la langue, vous pouvez avoir des contractures musculaires à la suite d'une crise. C'est des éléments à prendre en compte pour essayer d'analyser la douleur chez certaines personnes. Vous allez avoir également beaucoup de troubles du sommeil chez les personnes autistes. La principale raison, c'est une sécrétion de mélatonine qui va être différenciée chez les personnes TND, avec troubles du neurodéveloppement, où l'endormissement se fait souvent plus tard. Et vous avez certains enfants et adultes qui vont avoir des inversions totales de sécrétion de mélatonine, notamment chez les enfants Smith-Magenis et adultes Smith-Magenis. Donc ces troubles du sommeil, quand vous manquez de sommeil, quand vous manquez de récupération, ça peut favoriser également des troubles musculaires, des douleurs musculaires, mais également des différenciations dans la sécrétion hormonale. Si votre sécrétion de mélatonine elle est différenciée, ça peut favoriser des sécrétions de cortisol différenciées ou plus ou moins retardées et favoriser des sécrétions de cortisol qui est une hormone anti-inflammatoire avec des douleurs plus importantes. Donc chez des enfants qui ne dorment pas bien, ça peut potentialiser certaines douleurs. On va également avoir les troubles digestifs. On le sait, chez les personnes autistes, il va y avoir des troubles digestifs plus importants que dans la population générale. Ce sont principalement les atteintes gastro-œsophagiennes et les douleurs du côlon avec de la constipation. Donc on va avoir les reflux gastro-œsophagiens avec des remontées acides, des gastrites, des ulcères et de la constipation. Ces troubles fonctionnels qui peuvent devenir organiques par la suite, ils peuvent favoriser des douleurs. Quand vous avez des remontées acides, ça va donner des douleurs au niveau de l'estomac, au niveau de l'œsophage, avec des douleurs rétrosternales, au niveau de la gorge, au niveau du pharynx. La constipation, ça peut favoriser des douleurs au niveau du ventre, au niveau des lombaires, au niveau du bassin. Ça peut favoriser des douleurs rectales. Si vous avez des selles qui sont très denses, très densifiées, très secs, avec des sortes de fécalomes, ça va être douloureux quand ça va sortir. Donc ça peut faire saigner, ça peut faire mal. Tous ces paramètres-là, il faut les prendre en compte.
Le but n'est pas d'expliquer d'où vient la constipation. La constipation, elle est plurifactorielle, elle est due à plein de facteurs, que ce soit médicamenteux, sédentarité, alimentaire, sensoriel, perceptif, elle est due à plein de choses. Mais il est important de se dire qu'un enfant qui est constipé ou qui a des reflux gastro-œsophagiens, il peut être potentiellement douloureux sur ces facteurs-là. Vous allez également avoir beaucoup de troubles musculaires chez les personnes autistes. On le sait, il y a des troubles d'hypotonie assez majeurs chez certains enfants et adultes, de même qui peuvent être dus à plein de facteurs, du perceptif sensoriel, du proprioceptif, du neurologique pur. Mais ces facteurs musculaires, quand vous avez un enfant ou un adulte qui se tient moins bien, ça va favoriser par la longue des conséquences articulaires et orthopédiques. Un enfant qui a un moins bon maintien, il va favoriser une scoliose par exemple au niveau de l'axe rachidien, des déformations au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Donc sur un enfant ou un adulte qui a ces troubles musculaires, il faut toujours avoir en tête que ça peut occasionner à la longue des douleurs qui sont totalement hors du champ TSA, mais qui sont dans le champ purement humain. Ce sont des conséquences somatiques physiologiques. Vous allez également avoir les stéréotypies à prendre en compte. Quand vous allez avoir des enfants ou des adultes qui vont avoir des stéréotypies de par exemple se taper la tête au niveau des oreilles ou de se frotter les yeux ou de se taper le sternum, il faut avoir toujours une double lecture. Pourquoi fait-il ces stéréotypies? Est-ce qu'il fait ces stéréotypies pour compenser du perceptif sensoriel? Et dans ce cas-là, il faut lire la stéréotypie pour voir quelles pourraient être les conséquences somatiques. Un enfant qui s'enfonce les doigts dans les yeux parce que la lumière est trop forte ou autre, ça va avoir des conséquences organiques sur ses yeux. Ça peut favoriser conjonctivite, des décollements rétiniens, des inflammations de la cornée. A l'inverse, certaines stéréotypies peuvent être le signe de douleur somatique. Un enfant qui peut se taper la tête en continu, ça peut être finalement une simple migraine, des céphalées, des douleurs au niveau des yeux. Un enfant qui se tape l'oreille, ça peut être une otite, une douleur au niveau de l'oreille. Il faut pouvoir analyser les stéréotypies sous les deux sens. Est-ce qu'il le fait pour se stimuler, pour du sensoriel, et dans ce cas-là, analyser la stéréotypie pour éviter qu'elle ne crée une douleur? Ou à l'inverse, est-ce que cette stéréotypie est un signe somatique? Un autre exemple, on l'a dit, il y a beaucoup de reflux chez les enfants et les adultes autistes. Un reflux, c'est une douleur rétrosternale qui remonte ici. Des enfants qui ne communiquent pas, ils peuvent se taper le sternum, se gratter la gorge, s'appuyer au niveau du ventre. C'est une stéréotypie qui va passer sans rien voir, alors que finalement, elle est tout simplement un signe sémiologique d'un reflux gastro-œsophagien. Donc dans les cadres des stéréotypies, il faut savoir les lire dans les deux sens. La plupart du temps, les parents savent très bien le faire, de lire la stéréotypie. L'analyse médicale doit être faite par un soignant dans ce cas-là. Savoir repérer la douleur, c'est également savoir repérer le comportement de l'enfant. Est-ce que l'enfant ou l'adulte a changé de comportement? Un enfant ou un adulte qui dort moins bien ou plus, qui se tape moins ou plus, qui parle plus ou moins, qui va avoir un changement de comportement dans le bon comme dans le mauvais, brusque, inattendu depuis quelques jours, il faut nécessairement penser à de la douleur. Ça n'est pas nécessairement de la douleur, mais il faut dans tous les cas l'avoir en tête et l'éloigner si douleur il y a. Donc devant un trouble du sommeil, devant une irritabilité, devant des troubles du comportement qui sont majorés, devant un enfant qui ne parle plus alors qu'il parlait, devant des pertes des acquis, il faut au moins écarter une cause douloureuse. Donc pour ce qui est des échelles de la douleur, la plupart du temps ça va être vraiment du qualitatif, ça va être savoir repérer est-ce que votre enfant ou votre adulte a un comportement inhabituel de d'habitude. Et en ce qui concerne les échelles, vous avez principalement l'ESDDA, qui est une échelle d'analyse qualitative du comportement de l'enfant. Vous avez également l'échelle JEDI qui est encore présente, qui fonctionne bien. Ce sont des échelles principalement d'observation qualitative où la personne n'a pas à remplir des critères. Donc devant des signes différents, devant des stéréotypies qui vous alertent, devant des comportements inhabituels, il faut
dans tous les cas penser à de la douleur. Ce n'est pas nécessairement de la douleur, mais il faudra dans tous les cas l'écarter. Et vous entourer de soignants, de paramédicaux, de professionnels qui sauront lire ces stéréotypies sous le pan médical, car n'oublions pas de le préciser, les personnes autistes restent des personnes humaines et comme chaque personne humaine, elles sont capables de développer chaque douleur qui puisse exister sur Terre. Merci à tous.